Cette semaine, je vous emmène dans un endroit exceptionnel, les gorges de l'Hérault. Ce canyon au spectaculaire paysage rocheux a été creusé dans le calcaire par le grand fleuve de la région, l'Hérault. Nous allons partir à la rencontre de gens bien décidés à préserver la beauté de ce territoire. C'est le cas de Marianne et de Jeanne que nous avons suivis le long du fleuve, deux sœurs qui sensibilisent les touristes à la protection de l'environnement lors de balades en canoë. Ensuite, place à l'inventivité avec Jérémy Stein. Ce drôle de musicien fabrique des guitares à partir de boîtes recyclées. Il nous prépare un concert privé avec son groupe Jungle Box. À Saint-Jean-de-Fosse, Isabelle Dussuit, elle, nous fera découvrir des poteries écologiques. C'est comme amener une petite nappe phréatique dans le sol. Elle a remis au goût du jour un système d'irrigation vieux de plusieurs siècles. Mais d'abord, direction Saint-Guilhem-le-Désert, un des plus beaux villages de France. Je vous emmène dans un endroit magique, un lieu plein de spiritualité qui accueille des pèlerins venus du monde entier. Pour bien comprendre pourquoi, il faut s'intéresser aux légendes qui se transmettent de génération en génération. Et celle qui les raconte le mieux, c'est Aude Listeul, une enfant du pays. Salut Aude-Lise. Bonjour Amélie. Je suis contente d'arriver ici, ça a l'air magnifique. Ouais, écoute, moi je suis heureuse de te faire découvrir mon village. Viens. Bon, alors Émilie, avant que l'on aille découvrir le village de Saint-Guilhem-le-Désert, je vais t'emmener sur les hauteurs pour que tu le découvres dans son intégralité et surtout que tu puisses découvrir le cirque du bout du monde. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce village porte le nom de Saint-Guilhem-le-Désert en référence au cousin germain de Charlemagne. Oui, un certain Guillaume, soldat devenu moine, qui à la fin de sa vie se retire du monde pour se consacrer à Dieu et il va choisir cette vallée, la vallée de Gélone, qui est un écrin minéral et végétal tout à fait exceptionnel. Et là, on va grimper un petit peu et tu vas pouvoir voir le cirque du bout du monde. Là où il s'est installé, dans cet endroit hostile finalement. Hostile, oui. Alors sais-tu que ce cirque du bout du monde, on l'appelle aussi cirque de l'inferné. Alors l'inferné en occitan, c'est le petit enfer. C'est déjà tout un programme. Waouh, quelle vue! C'est beau, hein? Et on raconte qu'à son arrivée, Guillaume aurait caché l'épée de Charlemagne dans ce canyon. Oui, cette épée s'appelait Joyeuse et effectivement, certaines légendes racontent qu'il serait allé l'enterrer quelque part ici dans ces montagnes. Et moi, enfant, eh bien, j'ai passé bien des mercredis, des samedis et des dimanches à arpenter les sentiers, à retourner les pierres, en espérant retrouver l'épée de Guillaume. Je la cherche encore. Aujourd'hui, des pèlerins viennent du monde entier pour admirer l'abbaye de Gélone. Et pour cause, elle conserve une relique de la croix du Christ. Allons voir de plus près les trésors qu'elle renferme. Ce qui est fabuleux avec ce cloître, mis à part sa beauté, c'est qu'on a une vue sur le château du Géant. Oui, tout à fait. Parce qu'il y avait bien un géant ici quand Guillaume s'est installé. Oui, en tout cas, une légende nous le raconte et elle nous raconte que ce géant cruel et sanguinaire terrorisait les habitants du village. Alors, quand Guillaume arrive ici, pour fonder son monastère, il comprend très vite qu'il ne va pas pouvoir cohabiter très longtemps avec ce terrible tyran. Il va donc décider de mettre au point un petit stratagème pour se débarrasser du géant. Alors de quel artifice va-t-il user? Eh bien Guillaume va décider de se faire passer pour la jeune servante qui était attachée au service du géant et qui tous les jours montait de l'eau là-haut.
Guillaume monte alors à l'assaut du château déguisé avec les habits de la jeune servante. Il va attaquer le géant par surprise et le faire basculer par l'une des fenêtres. Le géant se fracasse contre la rocaille, la vallée de Gélone est enfin en paix. Et Guillaume peut alors fonder le monastère. Je t'emmène voir le pont du diable. Par le chemin du diable, visiblement. C'est escarpé, hein, tu as vu ça? Qu'est-ce qu'il est beau! Raconte-moi sa légende. Alors on nous raconte que lorsque les travaux de construction de ce pont démarrent, systématiquement pendant la nuit, le travail accompli est détruit. Tu imagines bien qu'on s'interroge, qu'on s'inquiète, hein, que la rumeur enfle et qu'on finit par se dire que ce pont ne pourra jamais voir le jour. C'était sans compter ici sur Guillaume, qui une nuit va se cacher aux abords du chantier et la stupéfaction, qui va-t-il observer en train de détruire l'ouvrage? Le diable en personne. Le diable en personne. Alors Guillaume, coquin. Guillaume, très rusé, va alors immédiatement proposer un pacte au diable. Quels seront les termes du contrat? Eh bien que le diable construise lui-même un pont très résistant en 3 jours seulement, en échange de quoi Guillaume s'engage à lui offrir l'âme de la première créature qui franchira le pont. Le diable signe le pacte, se met au travail et au matin du 4e jour, le pont est construit. Mais Guillaume trouve une ruse pour qu'un chien soit la première créature à le franchir. Le diable comprend qu'il s'est fait avoir, il tente alors de détruire son ouvrage. Mais le pont est trop solide. Désespéré, il se jette dans les gorges de l'Hérault. Ce site naturel et sauvage est le royaume du canoë, une activité proposée par Marianne et Jeanne, 2 sœurs qui ont repris l'entreprise fondée par leur père voilà une 40aine d'années. Oui. D'accord, c'était à quel nom s'il vous plaît? Oui, c'est bon, vous êtes inscrits. Parfait, on va vous équiper avec les bidons, les gilets, les pagaies. Et puis je peux vous présenter déjà Thomas, l'animateur, qui va intervenir voilà, durant le parcours. Ouais. Donc il va faire une animation autour de la biodiversité, sur les gorges de l'Hérault en particulier, et sur ce secteur-là. Voilà. Donc j'ai des jumelles à vous prêter déjà là-bas. Quand vous me retrouverez là-bas, je vous prêterai des jumelles pour essayer d'observer des oiseaux, s'il va bien se montrer. Et puis on regardera aussi des traces d'animaux. Il y a peut-être des animaux mystérieux qui pourront bien montrer la trace de leur passage. Voilà. Okay. D'accord. Alors au niveau des gilets, pour qu'ils soient bien ajustés, il faut que les 2 pans devant soient parfaitement liés sans que ça vous serre trop. Là, je pense qu'il est vraiment bien à votre taille, il n'y a pas de souci. Super. Et vous, voilà, il faut le resserrer un petit peu de manière à ce qu'il soit. On est bien. Ok. Alors, regardez, je viens de trouver une menthe religieuse. Ah ouais, elle est toute blanche? Oui, alors c'est parce qu'elle n'est pas encore adulte. Des fois, elles ont envie de se défendre, donc elle dresse ses pattes devant pour un peu. Ah voilà. Elle met sa position comme ça, un peu de. Ça se sent un peu en danger. Donc là, elle se met en position, un peu de défense. Marianne et Jeanne ont grandi près des gorges de l'Hérault. Au-delà de la balade en canoë, elles veulent surtout sensibiliser leurs clients à la protection de l'environnement. Quand j'étais petite, je nageais beaucoup sous l'eau, j'allais partout explorer comme font tous les enfants quand on les laisse dans la nature, ils ont envie d'aller voir partout. Et donc je suis très sensible à tout ce qui est les libellules, les odeurs, toutes ces choses-là, c'est complètement... c'est une Madeleine de Proust, quoi. C'est un lieu qui est sublime en fait. Et quand on est petit, on ne se rend pas compte parce que quand on a toujours connu un endroit, on pense que c'est normal, on ne se rend pas compte qu'il y a peu de gens qui connaissent des endroits comme ça où la nature est si sauvage, où il n'y a aucune voiture, aucun camping, aucun village, il n'y a personne. Et aujourd'hui, c'est ce que les gens recherchent de plus en plus parce que c'est ce qui est de plus en plus rare. Notre père n'avait pas mis l'accent sur l'éveil à la conscience écologique
parce qu'à cette époque-là, déjà, c'était beaucoup moins présent. Et puis pour lui, c'était juste une évidence, parce que c'est quelqu'un qui était guide de haute montagne. Mais il le faisait aussi à sa manière, mais juste l'époque a changé. Et aujourd'hui, c'est quelque chose, avec toutes les catastrophes climatiques qu'on connaît, l'importance qu'a pris l'écologie, parce qu'il y a beaucoup de prises de conscience qui ont été faites les 10-20 dernières années. Donc du coup, aujourd'hui, c'est sûr que c'est un discours qui nous tient à cœur. Après, on ne se prétend pas entreprise écologique, on n'a pas un bilan carbone zéro du tout, et c'est pas du tout ce qu'on veut faire passer. Nous, on fait valoir en fait les valeurs qu'on a, nous, mon associé et moi, ma sœur et moi, dans notre vie au quotidien. C'est-à-dire que ce qui nous paraît logique, c'est d'avoir des toilettes sèches dans un endroit comme ça, de faire le tri des déchets, de proposer aux gens de pouvoir trier toutes leurs poubelles. C'est juste, ça nous est venu naturellement. Alors suivez-moi, je vais vous montrer quelque chose. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Alors, je sais pas si... Devinez ce que c'est cette chose-là. Je l'ai trouvé avant que vous arriviez ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être quoi? Vous avez une idée? Une crotte de quelque chose, non? Oui, c'est une crotte de quelque chose, oui. Mais alors, ouais, une crotte de quoi? Je l'ai retrouvée au bord de la rivière. C'est pas des bouts d'écrevisse Et oui, alors là, on trouve des petits morceaux de carapace d'écrevisse. C'est donc un animal qui mange des écrevisses. Alors quel animal mange des écrevisses ici? Le castor. Ah bah non, le castor il mange du bois. La loutre du coup. Le ragondin non plus. Et tu as dit la loutre, et oui, en effet c'est une crotte de loutre. Okay. Voilà. Alors les crottes de loutre, on appelle ça des épreintes. Et du coup ça paraît exceptionnel, il y a plein de gens qui ne sont pas au courant de ça, ben voilà, qu'ils le sachent maintenant, il y a des loutres dans les gorges de l'Hérault et dans plein d'autres rivières en France. Et c'est un mammifère qui se développe, alors que c'est vrai qu'il y a encore 30-40 ans, il n'y en avait pas beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de problèmes par rapport à la pollution, à la chasse. Et maintenant, il se développe. La présence des loutres est donc rassurante. Cela montre que les gorges de l'Hérault ont su rester un site préservé. Un site qui accueille aussi des espèces rares, comme l'aigle de Bonelli ou encore le chabot de l'Hérault. Au cœur de la vallée de l'Hérault, la préservation de l'environnement est devenue un enjeu important au fil du temps. Vous l'avez vu avec Jeanne et Marianne Nicolet par exemple, eh bien certains vont même jusqu'à recycler des boîtes en métal pour en faire des instruments de musique. C'est le cas de Jérémy Stein, musicien et artisan hors du commun. Il a monté une boutique avec son ami Arnaud et nous allons aller à leur rencontre au cœur du village de Saint-Guillaume. Salut! Hey, salut. Oh, salut. Alors racontez-moi, ça fait 4 ans que vous utilisez des matériaux de récup pour en faire des instruments de musique. Tout à fait. Eh oui. Ouais. Par exemple, toi Arnaud, tu fais quoi? Alors moi, voilà, je fabrique des petits amplificateurs guitare et instruments portatifs, alimentés avec une pile de 9 volts, avec tu vois, t'as un petit volume normal et une petite distorsion. Donc tu vois, à balader, je te laisse le prendre dans les mains, tu vois, c'est tout léger. Et c'est super pratique. Et du coup, c'est vraiment des pièces uniques et originales. Voilà, c'est pas l'ampli de tout le monde, c'est personnalisé. C'est toi qui fabriques ça? Alors je fabrique ça, tu vois, je peux te montrer l'intérieur. Regarde. Tu vois, ça s'ouvre. Tu vois, t'as une petite pile, un circuit que je fabrique moi-même. C'est très simple en fait. Et c'est très simple. Bah, quand tu connais un peu l'électronique et que tu adores bricoler, comme n'est pas moi, mon cas, voilà, malheureusement. et ben, tout est simple là. Voilà. Et donc en fait, vous êtes complémentaires tous les deux parce qu'il fait des amplis et toi tu fais les guitares. Tout à fait. C'est ça. C'est à partir d'une boîte en métal. Oui, tout à fait. C'est une boîte en métal. C'est le même concept qu'Arnaud, c'est le vieux boîte en métal. Pas forcément toujours la même forme et tout ça, mais c'est le vieux boîte pour fabriquer l'instrument, quoi. Et je vois autour de moi que t'en as de toutes sortes. Tu les crées toutes ici?
J'ai créé tout ça un et un dans mon atelier. Et si tu veux, je vais bien te montrer comment ça se fabrique une guitare en fait. Ouais, j'aimerais beaucoup. Bah, on y va. Allez. Arnaud, on t'abandonne. Eh ben, écoute, avec plaisir. En Merci tout cas. beaucoup Merci pour la visite. Allez, Jérémy. Ciao, Très bonne Arnaud. journée. Allez, à bientôt. Originaire de Chicago, Jérémy a eu un coup de cœur pour la vallée de l'Hérault. Il s'y installe il y a 15 ans et se lance dans la fabrication de guitares, d'abord pour son usage personnel. Mais peu à peu, Jérémy commence à se faire un nom. Il décide alors de commercialiser ses créations qui sortent clairement de l'ordinaire. Après toi. Bon, C'est ici que tu travailles. c'est ici que je travaille. Bienvenue à l'atelier où je fabrique mes instruments. Un peu atypique. Quel type de boîte est-ce que tu utilises? Alors, j'utilise plein de styles de boîtes différents, quoi. Par exemple, une boîte comme ça c'est une vue boîte en métal. Je pense Pour que ça des vient biscuits? pour le biscuit de Pays-Bas, je crois bien. Il a à peu près 60-75 ans. Ça, c'est une vue boîte de Tortas qui a, pareil, ça c'est à 60 ans, cette boîte-là. c'est vieux ça. C'est le vieux boîte en fer, le super métal. Donc, même quand c'est rouillé, un peu cabossé, ça marche bien. En fait, tu utilises les vieilles boîtes à biscuits de nos grands-mères pour faire C'est exactement ça. Et ça, pour moi, c'est le vécu, en fait. Comme je le disais tout à l'heure, il y a quand même une histoire dans toute cette boîte. Ils ont vécu, quoi. Ils étaient chez les gens, ils étaient utilisés, mais à vente, avec nos ancêtres. Et pour moi, il y a un truc, quoi. Il y a de l'âme dedans, quoi. Il y a quelque chose, quoi. On est vraiment dans cette vue recherche d'une matière qui a vécu, qui a le son, quoi. Qui a un truc, quoi. Alors, j'imagine qu'à partir de ces boîtes en métal, il y a beaucoup de travail pour en faire une guitare. Et il y a beaucoup de travail. Alors, c'est un processus en plusieurs étapes. Déjà, il faut la boîte, qui serve de boîte de résonance. Tout le son, il est là, quoi. Pourquoi il n'y a pas de trou? Parce qu'avec le métal, il n'y a pas besoin. Si je mets un trou dans le métal, il va y avoir une perte de qualité avec le métal, quoi. Alors, comment ça se passe? Je prends une boîte, je prends des baguettes de bois, comme ça, en chêne ou châtaignier. Je vais faire, par rapport à la taille de la boîte, je vais fabriquer une manche. Voilà, donc chaque tu fais pièce, sur mesure. je fais sur mesure, quoi. Chaque pièce, elle a vraiment sa propre manche. Alors, ce qui m'interpelle, c'est qu'il n'y a que 3 cordes. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas 6 comme les autres? Alors, moi, j'ai grandi à Chicago. Et dans une certaine communauté de Chicago, quand j'étais jeune, j'ai vu le bluesman, le vieux bluesman, jouer ce style d'instrument, en fait. Avec uniquement 3 cordes. Avec uniquement 3 cordes, parce que avec 3 cordes, on peut faire très facilement un accordage blues, ce qu'on appelle un open tuning, en fait. Ça veut dire, quand on joue le corde à vide, on est directement déjà dans la note. Ça veut dire, ça sera par exemple un sol, ré, sol, ça c'est une quinte. On va jouer dans la gamme de sol. Ça fait voyager loin. Je me sens plus du tout dans la vallée de C'est l'Hérault. génial. On n'est plus dans la vallée de l'Hérault, on est dans l'Afrique, on est dans l'Amérique, on est dans le Sud, où tu veux la musique instrument monde. C'est ça l'intérêt de ces instruments-là, quoi. On peut vraiment voyager avec, quoi. Et c'est la musique qui te passionne aussi. Ah, ça c'est la musique que j'adore, quoi. La musique world, la musique blues, et ça c'est ma culture, quoi. Voilà. Et justement, toi, tu fais partie d'un groupe de musique ici, qui s'est créé dans la vallée, qui s'appelle Jungle Box. Tout à fait. Et j'aimerais bien voir ce que vous jouez tous ensemble. Ah, moi, ça sera avec plaisir. Ça sera avec m'emmènes? plaisir. Ah, je t'emmène là-bas, avec plaisir. On va le voir, le groupe. On va le voir. On va le voir, le tonton. Un groupe plutôt éclectique. Jérémy vient de Chicago, Thierry de Corse et Bass de Bamako. Ces 3 compères ont réussi à inventer une musique aux multiples influences qui prend sa source dans le blues malien.
Première étape de mon voyage, je vais à Saint-Jean-de-Causse, la ville des potiers. Cette tradition artisanale dure depuis plus de 600 ans. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les poteries ne servent pas uniquement de récipient ou de décoration. Elles servent également de système d'irrigation. Il s'agit des oyas, c'est très écologique. Et pour en savoir plus, je vais à la rencontre d'Isabelle Dussuy. Salut Isabelle. Bonjour Émilie. Tu sais que je roule avec son petit frère. Oh, super. Ouais, il est génial. Alors, explique-moi un petit peu. Vous êtes les seuls à faire des oyas en Europe, mais comment est-ce que ça fonctionne exactement? Alors une oya, c'est un système assez simple. C'est une poterie. Oui, c'est une poterie qu'on enterre, qu'on remplit d'eau et qui par porosité va diffuser l'eau tout autour d'elle. Ce qui va donner à la plante exactement ce dont elle a besoin, le principe de capillarité. C'est un principe intelligent qui fait que plus la plante a soif, plus elle va absorber l'eau de la terre et plus l'eau va se diffuser par les parois de la poterie pour aller donner à la plante. Donc si c'est une plante qui boit beaucoup, ça va diffuser beaucoup. Si c'est une plante qui boit peu, ça va diffuser peu. Et c'est comme amener une petite nappe phréatique dans le sol. Et les plantes en sont reconnaissantes. Génial. Tu me montres comment vous fabriquez ça? Allez. Les oyas permettent d'économiser jusqu'à 70% d'eau. C'est une technique vieille de plusieurs milliers d'années. Ses origines sont encore mystérieuses, mais pour certains chercheurs, les oyas remonteraient à l'Empire romain. Alors là, Donc, c'est l'étape du tournage. Voilà, l'étape du tournage qui est l'étape primordiale de la fabrication des oyas, puisqu'elles sont toutes tournées à la main. Et c'est une technique très spécifique qui demande des années d'apprentissage, qui est un savoir-faire très ancien, que tout le monde ne maîtrise pas. Il faut vraiment s'accrocher pour devenir tourneur. Toi, qu'est-ce qui t'a plu là-dedans? C'est la matière qui m'a plu. C'est le contact avec la terre? C'est le contact, les possibilités qu'elle offre, tout ce qu'on peut faire avec. Ici, on fait de la poterie d'irrigation, mais on peut aussi faire des bijoux, des maisons, des multitudes de choses. Et la technique du tournage en particulier, c'est parce que ça demande... C'est comme une sorte de méditation et de dextérité où il faut une grande concentration, maîtrise. Et le fait de dérouler la terre et de créer une pièce comme ça de ses mains, c'est quelque chose qui est aussi magique à vivre qu'à voir en fait. Alors, ici, il y a tout le stock des poteries qui sont en train de sécher avant d'aller à la cuisson, parce que l'argile, pour devenir une poterie, doit cuire. Et pour cuire, elle doit être totalement sèche. Donc ici, on a tout le stock de séchage. Celle-ci, par exemple, elle est uniquement sèche. Oui, elle est uniquement sèche. Ce qui fait que si on la met sous l'eau ou qu'on la met dans l'eau, elle va refondre et redevenir de la boue. Et tu la cuis dans des grands fours qui sont derrière? Voilà, c'est ça. Là, il est en train de faire l'enfournement et la cuisson d'une céramique en général, c'est 10 heures. Parce que ça doit cuire de façon progressive, sinon la terre, elle explose. Elle ne supporte pas... À quelle température? Alors, c'est aux alentours de 1000 degrés. Ça fait partie de nos secrets de fabrication parce qu'on a longtemps étudié et cherché à optimiser la porosité, justement. Et on joue sur plusieurs facteurs, sur la terre, sur les températures, sur les épaisseurs. Enfin voilà, on a différents facteurs comme ça qui font qu'une oya a une diffusion constante et régulière comme on le souhaite. T'as déjà essayé de tourner? Non, jamais. Eh bien, tu vas essayer. C'est l'occasion. Avec plaisir. Allez. Je suis pas sûre d'être aussi douée que ce qu'on a vu. Ah ben j'espère, parce qu'il faut des années à apprendre pour tourner alors. Ah, pas mal. Alors, ici, tu as une pédale. Donc tu vas gérer ton accélération et ton freinage. Alors, je mouille mes mains. Ok. Et maintenant, tu accélères en permanence. J'appuie pas trop? Si, appuie beaucoup. Tu peux tourner vite pour le centrage. Ne te préoccupe pas de la pédale, tu peux appuyer à fond. Alors là, il faut que tu mouilles. Et il faut mouiller tout le temps en fait. Oui. C'est dingue ce contact avec l'argile. J'aime bien. Génial. C'est déjà une étape assez physique hein, parce qu'il a fallu que j'appuie de toutes mes forces. Ça se voyait pas mais je faisais beaucoup d'efforts. Tu vas mettre ton doigt et tu vas descendre mais pas jusqu'en bas. Alors tu vas voir, ça va aspirer un peu. C'est drôle. C'est pas évident. Hein. Il faut créer le vide. Ah ça y est, ça s'écarte. Voilà. C'est incroyable.
Là, c'est bien. Tu ne t'arrêtes pas Comme ça. et ne va pas trop vite avec ton pied. J'ai pas vraiment eu la chance du débutant là pour ce coup-là. Du coup, je vous présente ma première poterie. Un magnifique Oya. Là au moins, on est sûr que l'eau s'écoule bien. C'est déjà la fin de cette émission, merci à vous de l'avoir suivi. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à découvrir ce magnifique endroit. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes au sud. Salut!